Allô, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, si tout a l'air d'être bien. Donc, Laïbamba, chez toi, tu peux me confirmer si tout est bon, si on peut démarrer. Comme vous le savez, comme ça a été présenté, donc je suis Diarra Diakhaté. Donc, notamment parfois, on m'appelle docteur Diarra Diakhaté. Donc, en fait, j'ai eu plusieurs vies. Je vais juste peut-être commencer par peut-être le début. Donc, j'ai commencé en fait ma carrière donc, en tant que responsable du marketing digital donc, dans une organisation américaine à Dakar. Donc, par rapport, en fait, parallèlement à mes activités en tant que responsable du marketing digital, j'avais des cours avec des écoles de commerce. C'est d'ailleurs là où j'ai rencontré mon ami, mon frère Laïbamba. Donc, que je remercie, qui m'a convié à cette émission. Et que je remercie vraiment, c'est une bonne initiative, c'est quelque chose qui non seulement valorise l'initiative africaine, mais en même temps c'est quelque chose qui permet de réfléchir, de poser en fait des bases. Parce qu'on est arrivé aujourd'hui à un monde où l'Afrique doit se positionner déjà, l'Afrique est un acteur incontournable, disons, dans le paysage. Mais en même temps, l'Afrique aussi est un continent avec plein de ressources aussi bien humaines, ressources minières, comme on a l'habitude de dire. On a même tendance à oublier que les ressources humaines en Afrique, on a tendance à plus penser aux ressources naturelles de l'Afrique que les ressources humaines. Donc ça représente en fait moi quelque chose qui m'a amené à vraiment vouloir m'intéresser au développement personnel et professionnel des gens, donc à travers la formation. Donc j'ai commencé en tant qu'enseignant en marketing, donc dans les écoles de formation. J'ai eu des étudiants formidables, donc qui m'ont beaucoup fait réfléchir, qui m'ont amené à vouloir changer, innover mes pratiques d'enseignement. Et c'est ça en fait qui a fait aussi évoluer, disons mon parcours professionnel, parce que après à peu près 8 ans où j'étais enseignant dans le domaine du marketing et de la communication, donc j'ai dû m'orienter parce que j'ai eu la chance en fait d'avoir une bourse donc qui m'a permis de venir en France pour poursuivre mes études. Donc c'est une bourse qu'on appelle Erasmus Mundus qui existe toujours, je pense, et qui peut peut-être intéresser des jeunes étudiants aujourd'hui s'ils suivent en direct. Qui m'a permis en même temps d'être étudiant dans 3 pays européens en même temps parce que c'est une bourse donc avec beaucoup d'argent, donc qui m'a permis de pouvoir suivre des formations aussi bien en France, au Portugal et en Espagne avec l'université de Poitiers, l'université technique de Lisbonne et l'université nationale d'enseignement à distance de Madrid. Donc c'est là où j'ai validé en fait un autre master, donc en plus des autres masters que j'avais déjà dans le domaine du marketing, un master en ingénierie des médias pour l'éducation. Donc l'objectif en fait de ce master, c'était d'accompagner les enseignants à pouvoir intégrer le digital dans leur pratique, d'aider les écoles, les institutions éducatives à mettre en place d'autres modalités d'enseignement et de formation, notamment tout ce qui est enseignement à distance. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, donc on parle de blended learning pour parler pour parler d'hybridation ou de dispositifs
dispositif qui associe non seulement le format présentiel et le format distanciel en même temps. Le MOOC, les SPOC, les Cook, qui est le format, en fait, le même format que le MOOC, mais développé au sein de l'entreprise. Donc, tout ce qui est réalité virtuelle, tout ce qui est serious game, des jeux sérieux, donc, qui sont utilisés dans le cadre de l'apprentissage. Donc, c'est ça, en fait, qui m'a permis de développer des compétences, un certain savoir, donc, avec différentes institutions en France où je suis passé, notamment à l'université de Poitiers, à l'université de Strasbourg, à l'université de Toulouse, à École EMS, qui est en fait, une des grandes écoles du groupe Galileo, donc, qui est aujourd'hui incontournable, disons, à l'INSEC, qui est la première école d'enseignement supérieur privé en France, donc qui regroupe 16 écoles. Et en fin de compte, après ce parcours, donc j'ai décidé de me lancer, en fait, de travailler pour moi, donc de créer ma propre boîte qui s'appelle CEDO Skills. CEDO Skills, c'est CDO. skills.com, www.cedoskills.com. Cedoskills comme CEDO en fait en Wolof et skills comme compétences. Donc en fait l'objectif vraiment c'est d'arriver à mettre des gens ensemble en vue de pouvoir partager de l'expertise, de partager des compétences. Donc c'est comme ça qu'en fait je me suis lancé dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais je vais peut-être essayer d'articuler en fait mon intervention sur plusieurs aspects. Donc le premier aspect, donc ça porte sur déjà le domaine du marketing. Donc moi en fait c'est un domaine que j'ai découvert parce que j'ai eu mon bac et je voulais être autonome. Donc il y avait plusieurs types de formations. Il y avait du tourisme qui me plaisait aussi, mais je me suis dit qu'une fois que j'aurai validé en fait mon diplôme, je vais dépendre de quelqu'un pour pouvoir travailler, d'une structure hôtelière pour pouvoir travailler. Si je fais finance, c'est un domaine qui est trop fort, il n'y a pas beaucoup d'interaction avec les gens et ça me plaisait pas trop. J'avais vraiment envie, moi, d'être en activité, d'être en contact avec des gens, de pouvoir leur parler, d'être dans la dimension communication. Et après, il y avait donc en fait d'autres métiers donc, qui existaient, mais peut-être qui m'ont pas plu en ce moment-là. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, marketing, en fait, c'est pas mal. Parce qu'en fait, avec le marketing, déjà, je peux moi-même commencer à mettre en pratique mes expériences, en fait, mes apprentissages. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai choisi de faire du marketing. Et par la grâce de Dieu, donc, c'est quelque chose qui m'a plu. Donc, je me suis intéressé, je me suis investi, j'étais passionné du marketing, j'étais à fond. Et donc c'est comme ça en fait. Et j'ai commencé ma formation, donc et puis après je suis allé dans une grande école aussi au Sénégal pour apprendre le marketing, mais une école qui coûtait cher, vu qu'en fait c'est une école qui coûtait très cher et que j'avais pas les moyens, mes parents non plus n'avaient pas en fait les moyens avec une grande famille comme on le connaît au Sénégal, donc c'était pas possible de tout investir pour en fait mon éducation à moi et peut-être laisser de côté mes frères, sachant que j'étais le plus grand. Donc il a fallu que je sois un peu ingénieur. J'ai commencé à réfléchir et j'ai mis en place en fait un poulailler, un grand poulailler d'ailleurs. Donc qui m'a permis en fait de financer mes études. Et ce poulailler, donc du coup je partais d'un constat. Les gens avaient besoin de poulet, de chair, peut-être une fois par semaine, une fois, deux fois par mois ou peut-être trois fois tous les 15 jours en fonction bien sûr du pouvoir d'achat de la famille. Donc j'avais fait en fait démarrer quand j'ai fait mon cours d'études de marché, donc avec j'ai pu essayer de mettre en pratique, donc j'ai dû donc essayer de contacter des clients et leur demander vous consommer combien de poulet par semaine, par mois, et puis moi je peux vous livrer et puis vous me payez à la fin du mois.
mais après j'avais un certain nombre de clients qui étaient d'accord pour participer, pour jouer le jeu. Et là, en fait, en ce moment-là, il y a un moment, je me suis dit, bon, là, en fait, mais le problème, c'est que j'ai pas d'argent. Est-ce que vous pouvez peut-être préfinancer, sachant que vous allez travailler avec moi ce mois-là et que vous allez acheter peut-être 4 poulets qui coûtent chacun, disons, 3 000, donc ça va faire 12 000. Est-ce que vous pouvez m'avancer les 6 000, donc une fois que j'aurai tout livré, vous me versez le reste. Donc comme ça, j'avais déjà en fait récolté un fonds. Et c'est avec ça que j'ai payé en fait mes études. Avec ça que j'ai payé mes études, avec aussi, je vendais aussi des lapins, donc je faisais l'élevage de lapins. Donc c'est comme ça que j'ai vendu, donc c'est grâce au poulet, en fait, disons, que j'ai pu payer mes études. Et bien sûr, il y a aussi l'aide de personnes proches que peut-être je ne vais pas citer, mais qui vont sans doute se reconnaître, que j'ai pu donc payer mes études et puis finir mes études en fait dans cette grande école de commerce et me lancer dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc voilà, en fait, globalement. Donc, il y a certains même qui aujourd'hui, s'ils m'entendent, donc ils vont, oui, c'est Baïguinard qui parle parce qu'il m'appelle Baïguinard. Donc voilà, donc c'était un passage assez intéressant et c'est ce qui a jusqu'à présent développé en moi le goût de l'entrepreneuriat, qui a développé en moi le goût de l'élevage. Et je sais que c'est quelque chose que je vais faire un jour, je ne sais pas quand, peut-être qu'à la retraite, voilà, donc avoir une petite ferme avec des vaches, des moutons. Donc en fait, globalement, c'est là où je suis, ce qui m'a amené en fait dans le domaine du marketing. Et puis, les études. Sincèrement, je ne suis pas quelqu'un qui voulait faire de longues études. Donc aujourd'hui, on m'appelle docteur parce que j'ai eu mon doctorat en sciences de l'information et de la communication avec une spécialisation en pédagogie digitale, donc tout ce qui est conseil, implémentation, déploiement des outils digitaux dans le cadre des formations, dans le cadre des enseignements. Mais j'étais pas destiné à faire de grandes études parce que je n'aimais pas forcément en fait les études. Ça, les gens en fait ont du mal à voir comme ça. Vous voulez pas faire des études et là vous avez eu votre doctorat. Sachant que moi en fait je savais ce que je voulais. J'ai très tôt c'est ce que je voulais. Au moment où je préparais le brevet, donc communément on l'appelle BFM au Sénégal, j'ai dit à ma maman, bon, le BFM, je vais l'avoir. Elle me dit, ah oui, c'est bien, en fait, comme ça. J'ai dit, mais en fait, je vais l'avoir, mais après, je vais faire quelque chose. Elle me dit quoi, je vais faire tailleur. Parce que j'aimais bien les tailleurs. Ce que j'aimais pas, c'était le boyal pour faire le feu. En fait, ça, par contre, j'aimais pas. Mais j'aimais bien, en fait, c'est un métier que j'aimais bien. J'avais déjà discuté avec Bira qui avait son atelier, peut-être qui va m'entendre parler. Je lui fais un coucou. Bira m'avait dit, mais oui, en fait, Bira, quand tu auras ton brevet, tu viens, je te prends direct. Donc, du coup, moi, j'avais préparé tous mes plans et donc, ça m'a valu des moments de tension, disons, avec surtout ma mère, donc il voulait que je poursuive les études. Donc après, bon, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais faire les études, j'ai continué, j'ai fait ma classe de seconde. Après, il y a un monsieur donc, il a beaucoup fait pour moi, Gary Engelbert, donc il m'a dit, ben, quand tu auras ton bac, je vais t'amener aux États-Unis. Je me suis dit, bon, là, c'est pas grave, je vais essayer de faire mon bac. Et puis le goût des études, en fait, je l'ai retrouvé à la classe de première. Parce que là, je me suis dit que là, en classe de première, et je dois prouver qu'en fait, j'ai mon bac. Cela veut dire qu'arriver en première, arrêter, on n'a qu'un diplôme et c'est 2 ans avant, donc c'est le brevet et c'est pas quelque chose, moi, qui peut être valorisant. Donc, il faut que j'ai mon bac. Donc, j'ai eu mon bac. Et après ça, donc c'est là où je me suis lancé dans le domaine du marketing. Et là aussi, en fait, dans le domaine du marketing, j'ai eu mon master, j'ai voulu évoluer, j'ai voulu faire un doctorat.
sachant que bon, en fait, aussi avoir le titre de docteur, c'était pas en fait le plus important pour moi, mais c'était plus moi l'aspect recherche aussi qui m'intéressait bien, parce que dans tout ce que je fais, j'aime bien me baser sur en fait les résultats de recherche, j'aime bien faire de la recherche, j'aime bien participer à des colloques, à des conférences, j'aime bien être à la source en fait de l'information. Donc c'est comme ça que j'ai découvert, disons, le monde en fait, disons, de thésard, de doctorat, mais sans pour autant avoir la chance en fait d'avoir un directeur de thèse au Sénégal, sachant que bon, en marketing, il n'y avait pas beaucoup de docteurs en marketing, donc c'était très compliqué. La seule possibilité, c'était peut-être d'aller aux États-Unis ou en France, et en même temps, ça coûtait très cher. Donc je me suis dit, bon, là, je ne peux pas faire en fait un doctorat, mais ce que je peux faire, je vais faire d'autres masters. Donc j'ai continué à faire des masters, donc j'en ai eu trois ou quatre, oui, j'en ai eu quatre masters, donc avant de faire ma thèse. C'était pas une collection en fait de masters, mais pour moi, c'était des domaines stratégiques, donc qui pouvaient compléter. Donc j'ai eu un master en marketing management, j'ai eu un master en marketing digital, j'ai eu un master en ingénierie des médias pour l'éducation, j'ai eu un MBA en marketing. Donc tout ça en fait pour moi ça avait une certaine cohérence pour pouvoir être bien en fait dans le domaine du marketing, que j'étais vraiment en fait un acteur passionné et je voulais partager. Donc je fais un coucou à tous mes anciens étudiants, il y en a beaucoup avec qui je suis toujours en contact et qui m'ont donné aussi, qui m'ont convaincu, parce qu'on ne peut pas du tout investir un domaine sans pour autant, avec succès, je veux dire, sans pour autant être convaincu. Le cœur, en fait, est toujours avec le marketing, mais il y a toujours, en fait, un élément qui est pour moi, qui est central. C'est la démarche marketing. C'est quelque chose, moi, personnellement, qui m'a beaucoup aidé en fait, dans toutes les missions que j'ai eu à mener. Donc, la démarche marketing, parce que déjà, même la définition de marketing, j'aime pas trop, en fait, beaucoup de définitions que je vois. Parce que pour moi, en fait, ce que j'avais l'habitude de dire à mes étudiants, à chaque fois qu'il y a une entité A qui sollicite une entité B avec une offre ou de produit ou de service, ou simplement avec une offre de façon générique, espérant quelque chose en retour, là on parle de marketing. Parce que dans cette situation-là, il y a une notion de besoin. En fait, il y a un besoin, soit c'est un besoin conscient, soit c'est un besoin inconscient. Et pour revenir à la notion de besoin, le besoin, donc, c'est un sentiment de manque, comme on dit, c'est un sentiment de privation, mais dont la satisfaction est nécessaire. Bon, souvent, on nous donne le cas de la pyramide de Maslow, donc, qui aujourd'hui ne s'adapte plus, disons, à notre époque. Parce que, par exemple, le besoin physiologique, certaines personnes peuvent ne même pas arriver à satisfaire à 100% leurs besoins physiologiques et ils sont déjà dans le besoin, en fait, d'accomplissement. Alors que, selon Maslow, donc, les besoins, donc, c'était quelque chose qu'on devait pouvoir satisfaire au fur et à mesure et de façon, donc, hiérarchique, de façon ordonnée. Donc, en fait, en ce moment-là, il faut arriver à distinguer le besoin d'un désir. Le désir, donc, c'est toujours un sentiment de manque ou de privation, mais dont la satisfaction n'est pas nécessaire. Par exemple, avoir faim, ça, en fait, c'est j'ai faim, ça, j'ai besoin de manger, en fait, c'est un besoin. Mais maintenant, pour satisfaire ce besoin-là, il y a N désirs qui peuvent, en fait, se présenter. Par exemple, j'ai besoin de manger, la satisfaction de ce besoin est nécessaire parce que manger, c'est quelque chose de physiologique, c'est quelque chose de central, disons, chez l'humain. Et pour pouvoir maintenant satisfaire ce besoin, j'ai envie de manger un riz au poisson, j'ai envie de manger un yassa, j'ai envie de manger un hamburger, j'ai envie de manger, je sais pas, un soupe kanya, j'ai envie de manger un attiéké. Vous voyez, donc ça, en fait, si j'ai pas ce attiéké, j'ai pas ce yassa ou j'ai pas ce mafé, ça ne m'empêche pas de pouvoir satisfaire ce besoin. Parce que même avec une petite omelette, ça peut permettre de satisfaire le besoin. Donc, les options représentent ici, en ce moment-là, des désirs. Donc, en fait, il est important, quand on est en contact avec un client, donc de pouvoir satisfaire les besoins, mais aussi de pouvoir identifier les désirs.
et pouvoir les distinguer. Qu'est-ce que c'est qu'un besoin, qu'est-ce que c'est qu'un désir. Et aussi revenir en fait sur des aspects toujours par rapport à la démarche marketing, la démarche en fait de segmentation. Il faut savoir à qui on s'adresse. Il faut savoir en fait quelle stratégie on utilise pour faire en fait un ciblage efficace qui nous permet de savoir qui on vise, donc parmi une large palette peut-être ou un nombre incalculable de segments de clients. Donc quel est le segment qu'on vise, et là on est en fait dans une posture de ciblage, et en fin de compte donc après on va se positionner. Cela veut dire que par rapport à nos concurrents, comment nous on veut se positionner, comment on veut être vu. Maintenant, donc après, il y a toute la question de confrontation, de comparaison entre le positionnement et l'image de marque. Parce que le positionnement, c'est l'image voulue, mais l'image de marque, c'est l'image réelle, donc qui est ressentie par le client. Donc il y a toute cette démarche, moi, en fait, que j'ai pu intégrer aujourd'hui dans le domaine de l'ingénierie pédagogique, dans le domaine dans lequel je travaille. Et bien sûr, avec le marketing mix, donc autant d'éléments. Donc c'était juste pour faire peut-être un petit clin d'œil pour ce domaine, moi, qui me tient à cœur et qui m'a permis de pouvoir découvrir aujourd'hui ce métier d'ingénierie pédagogique. Donc, c'est quoi en fait le domaine de l'ingénierie pédagogique? C'est quoi la pédagogie digitale? Donc, la pédagogie, en fait, on est parti, en fait, aujourd'hui, je vais juste reposer, en fait, le constat, en fait, un constat global. Nous savons aujourd'hui pourquoi l'enseignement est en tension, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'évolutions, il y a beaucoup de changements. Aujourd'hui, il est dit que 85% des métiers qui seront exercés en 2030 n'existe pas au moment où je vous parle. 85%. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y en a qui sont en train de faire un travail aujourd'hui, peut-être qu'ils ne vont plus faire dans 10 ans, parce que simplement ce métier n'existera plus. Ou simplement, il y a certains qui sont en train de faire un travail aujourd'hui, mais qui va tellement être modifié, qui va tellement être chamboulé, que en fait, ça va donner un autre métier. Donc ça, c'est le premier constat. Donc l'évolution, disons, l'évolution du marché, donc à cause ou grâce au digital, donc tout dépend de la perspective en fait avec laquelle vous voyez ce phénomène. Donc le deuxième élément, c'est la population, la surpopulation au niveau des universités. Aujourd'hui, si on prend l'exemple des universités publiques au Sénégal, ça a un peu changé. C'est vrai que ça s'est beaucoup amélioré. Mais il y a toujours une surpopulation d'étudiants. Il y a un problème de surpopulation. Donc, il va falloir réfléchir et mettre en place des modèles, que ce soit des modèles économiques, des modèles pédagogiques, donc des modèles infrastructurels pour pouvoir gérer en fait cette forte population, pour gérer cette densité de population étudiante et qui ne demande qu'à apprendre. De trois, il y a une inadéquation entre l'offre et la demande. Quand je parle d'inadéquation, c'est aujourd'hui les formations, la plupart, il y a beaucoup de formations qui sont proposées par les écoles, les universités. C'est des formations qui ne correspondent plus au monde de l'entreprise, aux besoins de l'entreprise. Et ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on en parle, on continue d'en parler. Il y a une inadéquation de l'offre. Donc cela amène quoi comme problème? Moi, je discutais souvent, quand j'aimais bien, en fait, ça, quand mes étudiants me disaient, oui, en fait, tout ce qu'on fait en classe, il y a peut-être 2% qu'on va utiliser en entreprise. Mais le problème, c'est qu'en fait, on ne sait pas, ces 2%-là représentent quoi dans les 100% qu'on apprend, en fait, de nos apprentissages. Donc là, on est tenu d'être bon dans les 100% pour avoir peut-être plus de chances d'atteindre les 2%, en fait, qu'on va peut-être utiliser. Donc, en fait, là, il y a un déclic, il y a un travail à faire pour pouvoir rendre, en fait, l'offre, disons, des écoles beaucoup plus adaptée aux besoins, aussi bien en termes de connaissances qu'en termes de compétences. Il y a un manque de formation des enseignants.
Donc, si on prend dans le public, oui, les enseignants des écoles primaires sont un peu plus formés, mais à l'université, c'est pas le cas. On a un master, après on fait un doctorat, après avoir eu sa thèse, on a eu des activités d'enseignement, des activités de recherche, et là en fait on nous donne des étudiants, et là on est enseignant. Ça veut dire que on réfléchit même pas par rapport à ces pratiques pédagogiques, on réfléchit pas aux méthodes pédagogiques, aux stratégies, aux outils qu'on peut utiliser pour pouvoir optimiser l'apprentissage des étudiants. Il y a, il y a une panoplie d'outils, de méthodes, de pratiques, d'usages donc à donner aux enseignants pour leur permettre d'optimiser donc cette phase d'apprentissage chez les étudiants. Et donc du coup, le métier de l'enseignant a beaucoup évolué. A beaucoup évolué parce que simplement aujourd'hui, il y a une accessibilité d'informations qui est devenue en fait même, qui est devenue la règle. L'étudiant a autant accès à des informations que l'enseignant. Donc, en ce moment-là, est-ce que l'enseignant ne doit pas changer de posture? De posture. Est-ce qu'il doit être un enseignant dans une logique transmissive, comme ça a toujours été le cas? Ou est-ce que l'enseignant doit utiliser une autre approche pour amener l'étudiant à lui-même être capable d'aller chercher l'information? Ça, c'est un élément. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'arrêter, à poser vos questions, parce que je peux voir les questions en live et pouvoir y apporter des réponses. Et il y a aussi un changement. Le rapport à l'information a beaucoup changé. Le rapport à la connaissance a changé. On parle aujourd'hui beaucoup de compétences, mais c'est quoi une compétence? C'est quoi une information? C'est quoi une connaissance? C'est quoi un savoir? Je pense que c'est des éléments sur lesquels déjà il faut qu'on soit tous d'accord pour pouvoir avancer. On ne peut pas du tout donc donner à un étudiant une expertise sans pour autant savoir distinguer c'est quoi une information, c'est quoi une connaissance, c'est quoi un savoir, c'est quoi une compétence. Parce qu'en fait, tout développement de compétences doit être basé sur un référentiel de compétences qui est soit bâti à un niveau micro, peut-être par l'enseignant, parce qu'il maîtrise son contenu, il maîtrise peut-être les enjeux qui se présentent au niveau du marché, parce qu'il a une certaine expérience, disons, dans le domaine de l'enseignement. Mais en même temps, cela aussi doit être basé par une initiative venant par exemple d'un département, venant d'une école, d'une université ou même au niveau étatique. Donc un plan stratégique pour l'usage du numérique éducatif dans le domaine de l'enseignement et de la formation par exemple. Donc, j'ai lancé tout à l'heure en fait un sujet sur information, savoir, connaissance. Donc un savoir, si je reviens pour poser en fait, donner en fait des éléments contextuels parce qu'en fait ça me paraît très important de pouvoir poser en fait déjà le cadre. Donc un savoir, donc c'est quelque chose donc qui est validé par un groupe d'experts, de savants. Donc un savoir c'est quelque chose qui n'est pas contextuel. La médecine, c'est un savoir. Je ne sais pas si je prends la psychologie. C'est en fait un ensemble de savoirs, c'est un ensemble de domaines dans lesquels donc chaque domaine a été validé. Mais ce pas des éléments qui sont aujourd'hui accessibles à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a toujours besoin en fait, souvent on a besoin d'un intermédiaire. Donc, c'est qui? C'est l'enseignant. Très bien. Est-ce que l'enseignant, il nous transmet des connaissances? Oui, il nous transmet ses connaissances. Mais par le biais, par quel canal? Par une information. Donc là, en fait, on est dans une logique de transmission d'informations. Parce que sa connaissance ne va pas forcément être une connaissance, parce qu'il peut bien comprendre et ne pas avoir, par exemple, le mécanisme qu'il faut pour que nous, qu'on puisse comprendre comme lui, il a compris. C'est ce qui fait créer chaque fois en fait des décalages entre un enseignant qui avait dit ça et que l'étudiant a dit autre chose via l'évaluation, par exemple. Parce qu'il va falloir
que les deux s'articulent, les deux s'imbriquent. Donc, l'enseignant, il ne peut que faire de la transmission d'informations basées sur ses connaissances. Très bien. Et l'étudiant, il reçoit cette information, il l'analyse par ses canaux, par ses mécanismes, par un ensemble de moyens, de mécanismes qu'il a créés par son éducation, par sa formation, par peut-être sa motivation, par ses fréquentations, par ses lectures, par sa culture générale, disons, pour pouvoir maintenant s'approprier cette information qui va devenir en lui une connaissance. Donc, c'est là où on parle de connaissance. Donc, contrairement au savoir, le connaissance, c'est quelque chose de contextuel. La connaissance, c'est quelque chose donc, qui est adapté à une situation, à un cas pratique. Après, vous me dites un cas pratique, mais là, peut-être est-ce qu'on n'est pas dans le domaine des compétences. On va y arriver. Une compétence, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus complexe. Déjà, d'ailleurs, selon Jacques Tardif, tant que c'est pas complexe, c'est pas une compétence. Parce qu'une compétence, c'est en fait beaucoup de choses en même temps. Il y a certains qui disent, bon, après, c'est une vision simpliste, c'est une vision que j'approuve, mais c'est une vision simpliste avec les 3C, notamment connaissance et savoir, compétence et savoir-faire, et comportement, c'est savoir-être. Pour moi, en fait, c'est très limitateur, en fait, de dire que le savoir-faire, c'est de la compétence. Parce que je peux prendre en fait ce téléphone. Du fait qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai fait. Est-ce que c'est une compétence? C'est trop léger. On peut dire que c'est une compétence, d'accord, mais c'est trop léger. Donc, comment Jacques Tardif, lui, a défini la compétence? Il définit la compétence comme un savoir agir complexe, prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situations. On va essayer de décortiquer cela un peu pour juste poser le cadre. Donc, une compétence, pardon, donc c'est un savoir agir complexe. Donc, il y a l'action, savoir agir qui est complexe. Donc, si ce n'est pas complexe, c'est pas en fait... parce qu'en fait, cela va nécessiter de mobiliser. Et qu'est-ce qu'on mobilise? La mobilisation, ça veut dire que la personne doit être capable d'aller chercher. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement, que ça soit un mouvement intellectuel, mental, ou si vous voulez physique. Donc, pour aller chercher quelque chose. Et c'est quoi cette personne va chercher? Et comment il va le chercher? Elle va le chercher par une combinaison efficace. Cela veut dire que cette personne va faire un mouvement pour chercher plusieurs choses, mais il va falloir aussi que cette personne arrive à les combiner de façon efficace. Grâce à quoi? À des ressources internes. Des ressources internes, c'est l'ensemble des informations que j'ai, donc l'ensemble des autres compétences que j'ai, l'expertise dans un domaine X, Y ou Z, c'est l'ensemble des éléments donc qui ont un lien avec moi, ma nature, ma personnalité. Donc c'est des ressources internes, donc ma façon de voir, ma façon peut-être d'être positif, ma façon de voir le monde, ma façon de me positionner sur le monde. Donc tout ça, c'est des éléments qui me sont internes. Et en même temps aussi des éléments externes, parce qu'il nous arrive souvent qu'on ait besoin d'autres ressources, d'une personne tierce, qu'on ait besoin d'un ouvrage, d'une vidéo, pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir mettre en application donc quelque chose qui se réfère du domaine d'une compétence.
Donc, en fait, il y a une mobilisation de ressources internes et externes. Donc, ça, c'est incontournable. Mais en même temps, pour pouvoir maintenant tout cadrer, tout cela doit être situé dans une famille de situations, dans la même famille de situations. Donc, quand on parle de téléphonie, de compétences en téléphonie, donc ça, c'est une famille. Quand on parle de compétences dans le domaine de l'astronomie, ça, c'est peut-être une famille. Quand on parle de compétences dans le domaine des ressources humaines, ça, c'est une famille. Et dans cette famille, on va mobiliser beaucoup de ressources internes, externes. Donc, issues de cette famille, on va les mobiliser et c'est ce qui nous permettra de pouvoir maintenant agir. Et c'est cet acte-là qui est complexe. Donc, si je reprends bien, pour maintenant peut-être que ça va être beaucoup plus simple si vous entendez en fait encore une fois la définition. Selon Jacques Tardif, une compétence est un savoir agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes ou externes à l'intérieur d'une situation. À l'intérieur d'une famille de situations, si vous voulez. Donc là, au moins, sur ce plan, c'est clair. Parce que je voulais poser ce contexte. Donc l'approche par compétence aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de fondamental. C'est devenu quelque chose de fondamental dans le cadre des formations. Et le digital pourrait éventuellement représenter une opportunité pour pouvoir développer les compétences. Parce que le digital nécessite aussi des compétences. On ne peut pas demander aujourd'hui à un enseignant d'enseigner avec le digital alors qu'il n'a pas de compétences à pouvoir utiliser ces outils digitaux. On ne peut pas demander à un étudiant de développer des process d'apprentissage alors qu'il ne l'a jamais fait. Donc, en fait, il y a tout un travail de formation, tout un travail d'accompagnement. Et c'est là où interviennent ces deux skills pour accompagner non seulement les universités, pour accompagner les écoles, donc à mettre en place des dispositifs de formation online, à pouvoir monter en niveau, s'ils ont déjà des outils comme des LMS, Learning Management System, s'ils ont déjà commencé à mettre en place des choses, qu'on les aide donc à pouvoir stabiliser cette pratique pour pouvoir mieux se positionner par rapport à la concurrence, mais aussi pour pouvoir être rentable, parce que la rentabilité aussi, c'est une dimension qui est importante. Et c'est pour ça que je dis que la dimension marketing intervient toujours dans mon quotidien. Et en dehors de cet aspect de conseil, de déploiement, on aimerait aussi être un acteur incontournable en Afrique pour pouvoir aider la jeune génération. Parce que nous savons tous que l'éducation, c'est là où va passer le développement de l'Afrique. On ne peut pas développer un pays ni un continent sans pour autant former ses acteurs, sans pour autant former ses populations. Donc il est important de pouvoir bâtir des formations de qualité qui vont apporter de réelles compétences aux formés, aux apprenants, mais en même temps qui va pouvoir leur donner derrière, donc en fait un certificat. Donc en fait il y a l'offre de formation certifiante qu'on va lancer, mais sur des métiers qu'on appelle les métiers du futur. Parce qu'en fait aujourd'hui l'entreprise évolue et l'arrivée du Covid-19 peut représenter pour certains une opportunité, mais pour d'autres ça peut représenter une menace. Donc tout dépend en fait, c'est une question de perspective. Où est-ce que vous vous situez? Aujourd'hui, en tant qu'organisation, est-ce que les organisations cherchent juste à pouvoir gérer la distance? Parce que simplement, les collaborateurs sont en télétravail et qu'il va falloir continuer à interagir avec eux. Donc, bricoler, mettre en place des solutions juste pour passer la période du Covid. Ou est-ce que les organisations doivent réfléchir sur une organisation globale, une organisation plus complexe, mais plus stable, plus sûre, pour préparer d'éventuelles crises comme celle-là, pour pouvoir
être prêt à l'arrivée de nouveaux concurrents, parce que aussi le marché africain, c'est un marché qui est sollicité, c'est un marché qui va devenir de plus en plus concurrentiel. Donc, on aura besoin d'acteurs, d'organisations solides, d'organisations qui sont prêtes à faire face à l'arrivée des concurrents, d'organisations qui sont prêtes à pouvoir former les acteurs, et là je parle des écoles et des universités, d'organisations qui sont prêtes à former pour une montée en compétences des collaborateurs, et là c'est l'autre cible de ces deux skills, et là je parle des entreprises, et en fin de compte, avec le grand public, parce qu'individuellement, même si nous sommes dans une organisation qui aujourd'hui ne nous paye pas une formation, on a la possibilité aussi de se former et d'être certifié dans un domaine bien déterminé et de faire valoir cette compétence auprès en fait d'une autre organisation ou auprès du marché simplement. Donc ça, c'est ce que je voulais en fait apporter pour juste par rapport à notre expertise avec ces deux skills. Donc aujourd'hui, le Covid a changé en fait beaucoup de paradigmes. On nous parle de continuité pédagogique parce que dans les écoles, les cours ne peuvent plus se faire de façon physique. Donc en fait, tous les cours sont faits à distance. Pour les collaborateurs dans les entreprises, ces collaborateurs aujourd'hui travaillent à distance. Donc cela repose énormément de questions. Revenons au premier élément. Au premier cas qui concerne ce qu'on appelle la continuité pédagogique. Selon moi, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une continuité pédagogique? Ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une continuité de transmission ou d'accessibilité de l'information? Je pense que c'est plutôt une tentative d'accessibilité de l'information. Parce que la pédagogie, c'est une pratique qui est réfléchie, qui est mise en amont, avec des outils, avec un modèle, avec des indicateurs qui permettent de mesurer à la fin. Et aujourd'hui, l'arrivée du Covid a été une surprise dans beaucoup d'institutions, dans beaucoup d'écoles et d'universités. En dehors de peut-être l'UVS qui avait un dispositif d'enseignement à distance, mais la plupart des autres donc se sont adaptés à cette situation ou ont tenté de s'adapter à une situation. Mais dès lors, on ne peut pas parler de continuité pédagogique. Parce que la plupart, c'est des webinaires qui sont utilisés avec Zoom, avec Teams, avec Google Classroom. Donc, qui ne sont pas des LMS. Parce que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, l'UVS utilise un LMS. Un LMS, c'est un Learning Management System, qui ne permet pas aux enseignants de faire simplement un cours où on voit l'enseignant. Mais non, derrière, il y a tout un travail de suivi de l'apprenant. Il y a tout un travail de suivi de ses apprentissages. Il y a des méthodes, des moyens pour pouvoir évaluer le niveau d'avancement de l'apprenant. Donc, il y a tout un tas d'outils. Il y a une manière asynchrone de suivre l'étudiant, qu'il participe à des chats, qu'il dépose des documents, qu'il partage des documents, qu'il enregistre des vidéos. Donc, le LMS, c'est un système beaucoup plus complexe. Donc, on peut parler de LCMS ou tout ça, parce qu'en fait, c'est un modèle constructiviste de l'apprentissage. Mais aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un Zoom, d'avoir un Teams, ou d'avoir, je ne sais pas, un Google Classroom pour prétendre avoir une formation à distance. Donc, cela repose beaucoup, en fait, la question des infrastructures. On n'est pas informaticien. Et on ne veut pas être informaticien parce que ce n'est pas le monde de l'informatique. Ce dont on parle, c'est le monde de l'ingénierie pédagogique. Donc, l'ingénieur pédagogique, c'est quelqu'un qui peut avoir des compétences en informatique, mais l'informatique représente simplement un outil, c'est un moyen, c'est pas la finalité. La finalité, c'est de pouvoir donner à un étudiant des compétences que lui-même, il pourra attester au cours ou à la fin de sa formation. Donc ça, en fait, il n'y a pas de continuité pédagogique, mais il y a une continuité de la transmission d'informations
via des canaux, via des outils qui permettent normalement de faire des réunions ou des webinaires, donc comme le cas de Zoom, comme le cas de Teams, donc qui peut aller même beaucoup plus loin en termes de gestion de projets, de partage de documents de façon collaborative. Mais voilà, donc je voulais juste préciser cet élément. Par ailleurs, au niveau des entreprises, donc ils ont institué le télétravail. Il y a peu d'entreprises qui avaient le télétravail avant. Donc le salarié ne sait pas comment est-ce qu'il doit se comporter quand il est en télétravail. Il n'est pas peut-être habitué à organiser les tâches d'une certaine manière. Il n'est pas habitué à travailler au moment où il y a ses enfants qui sont à côté, où il y a son conjoint ou son épouse qui est à côté, qui entend tout. Il n'a pas l'habitude. Donc du coup, en fait, c'est une situation qui est tout à fait nouvelle et à laquelle donc le salarié doit pouvoir s'adapter ou s'habituer. Donc cela repose en fait la question de la culpabilité, parce que parfois quand quelqu'un est en conf call ou en réunion et qu'il y a son enfant qui pleure, il se sent un peu coupable, alors que c'est le sphère professionnel qui est venu vers le sphère personnel. Donc là, en fait, il n'y a pas de culpabilité, mais en fait, il y a tout un tas de mécanismes, de moyens, d'outils à mettre en place pour pouvoir toujours garantir une productivité maximale chez le salarié. Mais aussi le manager. Il n'a pas l'habitude non plus de gérer des salariés qui sont à distance. Donc il ne peut pas imposer une autorité peut-être qu'il ferait mieux quand il est en face. Donc les managers doivent aussi apprendre à gérer leur équipe, à gérer leurs compétences, à gérer les livrables, à pouvoir suivre les projets. Est-ce qu'ils ont des outils adaptés? Est-ce qu'ils ont des moyens? Est-ce qu'ils ont l'habitude? Donc, en fait, tout est à recréer. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout est en train, en fait, de se transformer. Et la pédagogie digitale, pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'on peut appeler l'ingénierie pédagogique, il y a certains qui peuvent appeler l'ingénierie de formation, instructional designer, digital learning management, e-learning management. Il y a énormément en fait d'appellations qui veulent dire pas peut-être la même chose, mais qui ont des portes d'entrée, disons, différentes, qui aujourd'hui représentent un outil ou un domaine incontournable. Et malheureusement, au Sénégal, il y a peu de gens qui sont formés là-dessus. Moi, j'ai eu la chance d'être formé parce que j'ai eu la chance d'avoir cette bourse. Il y a certains Sénégalais que j'ai rencontrés qui commencent à connaître un peu ce milieu. Mais pour vous dire que c'est pas un travail d'informaticien, ça, j'aimerais bien en fait le préciser, parce que il y a beaucoup qui ont des potentialités pour le faire, mais on peut parce que simplement ils pensent que c'est un travail d'informaticien. Non, c'est pas un travail d'informaticien. Donc la personne va gérer des projets, va former, va accompagner, va coacher, va déployer, parce qu'il y a l'aspect aussi administration fonctionnelle ou technique de LMS. Mais ça, c'est des choses qu'on apprend et qui peuvent être utiles. Donc, si on veut se lancer. Moi, aujourd'hui, je suis dans ce domaine. J'ai connu le marketing qui m'a beaucoup aidé et je suis content d'avoir lancé en fait mon entreprise là-dessus. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En fait, on est sur Facebook, on a notre page Facebook, CEDOskills, on a notre page LinkedIn, on a notre page YouTube, on a notre page sur Twitter. Donc en fait, vous pouvez nous suivre, on va partager énormément d'éléments, et si vous voulez vous former, donc on va aussi lancer des formations dans ce domaine, parce que ces formations vont nous permettre à nous aussi de pouvoir recruter directement donc parmi nos formés, parce que aujourd'hui, le développement de l'Afrique ne peut se faire que par les Africains. Le développement de l'Afrique ne peut se faire que par ses fils et ses filles de l'Afrique, donc qui sont un peu partout dans le monde. On ne peut pas du tout aujourd'hui déployer des solutions qui nous viennent d'un peu partout sans autant prendre en considération le besoin, je le précise, parce que c'est un élément qui est important aujourd'hui pour les spécialistes du marketing, mais c'est un élément qui est important tout court. Dans tous les domaines, on ne peut pas satisfaire quelqu'un sans autant connaître le besoin.
Donc, c'est quelque chose d'incontournable, la connaissance du besoin, la connaissance de la cible. Et par la formation, un enseignant ne peut satisfaire les besoins en termes d'apprentissage de ses étudiants s'il ignore donc en fait cette dimension. Donc c'est des éléments qui sont incontournables et qui sont très importants. Aujourd'hui, il y a de nouvelles habitudes, donc on a changé notre manière de consommer, notre manière d'apprendre, notre manière et notre relation au savoir, notre manière d'aller chercher le savoir. Donc la population, disons, est même beaucoup plus en avance que l'organisation ou même parfois les écoles et universités. Parce que nous, on a beaucoup changé notre façon de faire, mais peut-être que l'université a très peu changé. Donc, les enseignements qu'on avait, les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques, les visites d'entreprise, les exposés si vous voulez, tout ça en fait c'est des modèles qui sont là, qui peuvent être pertinents par rapport à un cours, par rapport à une partie du cours, mais pas pour tous les cours. Parce que ce qu'on cherche derrière, c'est le développement de compétences. On parle de compétences aujourd'hui. Aussi bien compétences, on peut parler de soft skills ou de hard skills. Et les soft skills, donc en fait, c'est aussi un domaine sur lequel il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'institutions éducatives qui commencent à se lancer là-dessus. Mais à ce moment, je pense que l'Afrique a beaucoup à faire valoir parce que sur les soft skills, il y a beaucoup de valeurs, beaucoup de choses qui ont été développées en Afrique, mais qui manquent simplement de visibilité. Donc globalement, je pense que j'ai fait un peu le tour en fait sur les problèmes qu'on rencontre. Et maintenant, en fait, en termes de perspective, qu'est-ce qu'on propose comme solution? Moi, partant en fait de ce constat, de tous ces problèmes, c'est pour ça que j'ai voulu en fait lancer ces skills. Et aujourd'hui, nous travaillons avec plusieurs partenaires. Parce qu'on ne parle même pas de clients, mais on parle de partenaires. On est là pour accompagner les universités. On est là pour accompagner les écoles. On est là pour accompagner le monde de l'entreprise à former ses collaborateurs en vue de pouvoir leur permettre une montée en compétences. Donc, avec toutes nos formations certifiantes qu'on va lancer, donc c'est pour pouvoir, pas pour concurrencer les écoles, les universités, non, c'est pour pouvoir améliorer l'offre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des domaines qui existent malheureusement qui ne sont pas dans l'offre des écoles, des universités. Et nous souhaitons travailler avec des acteurs africains à monter donc des certificats qui peuvent être utiles pour les écoles, qui peuvent être utiles pour les universités, qui peuvent être utiles pour les entreprises. Car les exemples, les méthodes, les usages, les pratiques qu'on va tenter de mettre en place, donc via ces certificats-là, c'est quelque chose de local, consommation, maison, consommation africaine. Et je pense que c'est quelque chose sur laquelle nous allons encore intervenir avec d'autres vidéos. Parce que c'est important de pouvoir réfléchir sur ça. L'éducation de l'Afrique, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qu'on ne va pas laisser aux mains de n'importe qui. Donc, nous, les enfants africains, donc prenons en main notre formation. Nous avons tout pour réussir. L'essentiel, après, c'est de croire en nous, c'est avec force, avec persuasion d'avancer parce que le développement de l'Afrique ne passera que par l'éducation. Et aujourd'hui, on ne peut pas du tout parler de l'éducation ni de formation sans pour autant intégrer la dimension digitale. Donc, c'est pour ça que l'ingénierie pédagogique, la transformation digital learning, le monde du digital learning management est devenu quelque chose de prioritaire, quelque chose d'incontournable, aussi bien dans le public que dans le privé, aussi bien dans la société civile que dans le monde associatif ou simplement auprès du grand public. Donc je vous remercie, je remercie beaucoup mon frère, ami, confrère Laye Bamba Seck pour son initiative et qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir parler pour la première fois avec vous donc via ce canal.
Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à visiter la page web de CEDOskills. Donc www.cedoskills.com. Et on est présent aussi, comme je vous l'ai dit tantôt, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter et aussi sur l'ensemble quasiment des médias sociaux. Donc j'espère vous revoir bientôt via d'autres canaux parce qu'on va bientôt lancer aussi un webinaire sur le télétravail. Donc et nous vous accueillons tous avec un grand plaisir. Je vous remercie et passez une excellente fin de journée. Et puis déwénati à tout le monde. Bal leen ñu ak bal naa leen ak yal nañu yàlla boole baal. Julli gi di waaj di ñëw dans 2 jours 3 jours je pense maximum. Donc yàlla nañ ci egg ak jàmm te lépp loo xamante ne woor nañ ko ñaan nañ ko yàlla nañ ko yàlla may yàlla muccal ñu musal ñu te li nga xamante ne ñu ngi koy bëgg di ko mbëbët ci suñu dëkk ak suñu continent yàlla jàppale ñu may ñu jàmm may ñëpp jàmm te feebar bi nga xamante ne tamit mu ngi law Sénégal di law ci àdduna yàlla na ko yàlla suturaal yàlla na ko yàlla fay yàlla nañ yàlla may xol maanaam muñ ngir ñu mën a dépasser feebar bi ak bépp gàllankoor bi nga xamante ne ñu ngi koy dund ci Afrique. Donc voilà, je vous remercie et puis à très bientôt. Allez, au revoir, merci.